expected this from the fan of France, bro. But look at this. I'm so happy about that, bro. Look! Maybe you have London, you have England. Maybe, but you have Paris also, bro. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai avec moi Ryan Gillette. Ryan, comment vas-tu? Très bien, merci et toi? Ça va super, merci. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir sur mon podcast. Tu es un préparateur physique. Donc voilà, actuellement au MMA Factory. Oui, alors je dirais pas préparateur physique, mais disons que pour simplifier, on pourrait dire préparateur physique. J'utilise pas que le physique comme outil de performance. D'accord. Ouais, je me définirais plus dire coach pour optimiser la performance, on va dire. Ok, bah écoute, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, nous dire ton âge, d'où tu viens? Ouais, alors, bon, je vais pas faire trop long non plus, mais je suis actuellement sur Paris, même si moi je viens de base de Metz. Je grandis à Metz et ensuite je suis venu à Paris pour les études. À la base, j'avais fait autre chose il y a 10 ans, 15 ans de ça. J'étais dans le son, la lumière et de la régie événementielle. Fait une petite reconversion ensuite parce que ça me convenait. C'est pas forcément ce que je voulais au final. J'ai fait un BPGEPS, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Et dans la formation BPGEPS, j'étais avec Cécile Jornelli. Donc elle m'a présenté à ce moment-là. Elle savait que ça m'intéressait les sports de combat, que j'étais fan de MMA. Donc c'est grâce à elle, entre guillemets, que j'ai eu un rendez-vous avec Fernand Lopez. Ça remonte du coup, c'était 2015 peut-être, non 2016 pardon, 2016. Et ensuite, bah, du coup, j'ai pu intégrer la MMA Factory. C'était septembre 2016. Et depuis, voilà, bah, je continue avec pas mal d'athlètes du MMA Factory. Et je me suis vraiment, moi, on va dire, spécialisé dans l'optimisation de la performance. Alors, bah écoute, c'est intéressant parce que tu en es venu à faire les sports de combat. Quand tu as fait ton BPGEPS à l'époque, c'était en quelle année? C'était fin 2012 jusqu'à fin 2013. Donc ouais, le MMA n'était pas légalisé, c'était pas autant connu que maintenant. Est-ce que toi, c'était un projet, un objectif de justement de faire de l'individualisation, tu sais, par athlète, ou c'était plutôt pour faire du coaching en salle? Alors moi, quand j'ai fait ça, c'est vrai que c'était vraiment à la base, je m'étais dit, tiens, je vais faire, c'était plus pour être coach sportif du coup. Je m'étais dit, il y avait deux options, c'était soit je faisais le BPGEPS, qui était sur un an, soit c'était STAPS qui était un peu plus orienté prépa physique, mais STAPS c'était sur 3 ans. Et du coup, je me suis dit, voilà, 3 ans, c'est vrai que ça fait long. Au final, dans un premier temps, c'est coach sportif que je veux faire. Donc j'étais parti sur le BPGEPS et dans l'optique de me dire que j'allais faire du coaching individuel, mais du coaching plus, on va dire, fitness. D'accord. Et toi, les sports de combat, tu rencontres ça quand? Quand c'est que tu entends parler de MMA pour la première fois? Alors, c'était quand moi à l'époque j'avais RTL 9, donc c'était attends, je crois que j'étais fan de catch déjà, donc je crois que quand il y a enfin, un peu après 2009 peut-être que j'ai dû c'est assez tardivement, mais quand il y avait l'époque où il y avait Brock Lesnar, où il y avait, bon c'est pas des références, hein, où il y avait, Kimbo Slice, j'aimais bien Kimbo Slice. Ah, ça tue. Donc donc je crois que ça devait être, ouais peut-être 2009, ouais 2009-2010. D'accord. Et justement, tu m'as repris, toi, tu te définis pas comme un préparateur physique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la différence qu'il y a entre un préparateur physique et justement optimiser la performance? C'est quoi pour toi la grande Alors déjà, différence? ouais, préparateur physique, c'est un terme bien précis, c'est un diplôme bien précis, on va dire, c'est un cursus bien précis. Quand tu as le BPGEPS, en plus, il précise bien, alors, enfin, en tout cas, il y a 10 ans, c'était ça. Tu peux pas faire de la préparation physique, on va dire, ou prétendre au terme préparateur physique, pardon. Je crois qu'il disait, moi, je sais pas, ça a peut-être changé, c'est plus assistant prépa physique. Et il me semble que le cursus préparateur physique, c'est vraiment plus le cursus du STAPS, entre guillemets. Donc, c'est un. Alors, après, moi, déjà par rapport à ça, et deuxièmement, parce que j'utilise pas, enfin, moi, ma priorité, on va dire, c'est vraiment pas de se focaliser uniquement physique, physique, physique. Moi, j'ai vraiment une approche qui est un petit peu plus fonctionnelle. Je m'intéresse plus au bon fonctionnement du corps humain. Et c'est des outils assez similaires à la prépa physique, mais c'est pas exactement, on va dire, totalement la même approche, on va dire. Et D'accord. préparateur physique, c'est un petit peu réducteur, je trouve, parce que ça veut dire quoi? On se focalise exclusivement sur le physique et c'est pas forcément ce que je fais. Alors, ben, tu vois, c'est intéressant parce que moi, justement, je te mettais dans la case de préparateur physique. Donc voilà, j'espère que les gens apprendront ça aussi en même temps qu'ils découvrent l'interview. Et du coup, c'est quoi, toi, ta vision aujourd'hui de la performance dans le MMA? Alors, j'ai envie de dire dans le MMA, mais aussi parce que tu vas voir dans n'importe quelle autre discipline, entre guillemets, où tu vas être debout, tu vas être en mouvement.
Alors, en gros, moi, la vision du coup de la performance pour le MMA ou pour les sports où tu es en mouvement et tu es en position debout, c'est vraiment de se dire, bah, la performance, c'est une conséquence d'un bon fonctionnement du corps humain. Donc en partant du principe que tu améliores le bon fonctionnement du corps humain, tu améliores, à 2 points de vue, on va dire, d'un point de vue neurologique, c'est-à-dire faire en sorte que, bah, le cerveau de ton cerveau fonctionne mieux, puisque de base, entre guillemets, bah, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, c'est le cerveau qui contrôle tout le reste du corps. Donc si on améliore déjà, entre guillemets, en amont, les fonctions neurologiques ou les fonctions, cérébrales, on va pouvoir améliorer la performance et de 2 mettre l'accent sur plus la biomécanique, c'est la façon dont le corps va bouger, la façon dont le corps va bouger en réaction, si tu veux, aux différentes, forces qui sont exercées sur le corps humain, sur la gravité et bah, forcément, ça, c'est peut-être un petit peu plus ça va se travailler, dans des postures un petit peu plus debout. Parce qu'au final, à moins que la discipline de la personne soit dans une position assise, il faut d'une façon ou d'une autre qu'il interagisse avec la gravité. Ça va se passer en position debout, ça va se passer avec des mouvements dynamiques, et ça va se passer avec majoritairement aussi des rotations. Donc c'est à la fois sur la partie, je vais optimiser sur la partie neurologique et la partie biomécanique. D'accord. Et pour toi, c'est quelque chose d'essentiel dans les sports de combat. Et est-ce que tu fais aussi du coaching pour, tu vois, des personnes lambda qui veulent se préparer à un concours ou quelque chose? Enfin, toi, t'es vraiment focus sur les sports de combat ou ça touche tout le monde? Alors absolument pas. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que ça, c'est mon approche, ma vision. Je dis pas qu'il y a que la vision là, il y a plein d'autres approches, hein. Chacun peut avoir sa propre Mm. approche. Moi, à l'heure actuelle, c'est vrai que les sportifs ou les athlètes, c'est plus des athlètes en MMA. J'ai gardé quelques clients, mais très peu entre guillemets, que j'avais à l'époque. Donc, à partir du moment, si tu veux, où on part du principe que ça va améliorer les fonctions du corps humain, ça peut être pour monsieur et madame, enfin, monsieur tout le monde, enfin, un grand public, voilà. Ça peut être des sportifs amateurs, des sportifs pros, ça peut être n'importe quel sport, encore une fois, à partir du moment où le sport, il va être d'une façon ou d'une autre, tu auras des phases où tu seras, je sais pas moi, en train de courir, en train de sprinter, en train de faire des rotations ou en train de te déplacer. Et justement, donc on t'a vu, moi je t'ai découvert donc sur des vidéos où tu entraînes Cyril Gall avec les balles de tennis, tout ça, les élastiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce concept-là? Parce qu'on voyait beaucoup ça sur des vidéos en Amérique. Est-ce que tu étais un peu en avance ou c'est des choses que tu as appris vraiment en France? Non, alors c'est vrai que j'ai pas appris en France. Moi, personnellement, j'ai rien inventé. C'est vrai que, enfin, c'est difficile d'inventer quelque chose de toute façon à l'heure actuelle. Ça, c'était plus, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'approche un petit peu plus, du mouvement, la culture du mouvement et c'est vrai que c'était plus c'est peut-être pas les Anglais, mais c'est plus, moi, ça s'appelle Fighting Monkey, donc c'est plus, c'est un truc qui vient c'est d'origine en Grèce, je crois, qu'ils font ça. C'était plus une approche encore vraiment, on va dire, s'amuser, utiliser le mouvement pour à la fois, on va dire, améliorer les fonctions du corps, mieux bouger, mais aussi mettre, on va dire, une partie un peu plus ludique. Et l'idée à ce moment-là, en effet, enfin, je l'utilise toujours un peu moins, mais c'était vraiment de se dire, bon bah voilà, on va aller stimuler le système nerveux, on va utiliser peut-être une forme un petit peu plus ludique, faire en sorte que la personne, que l'athlète s'embête pas, mais rester dans un contexte où on va améliorer quand même, ça va servir à quelque chose et améliorer, stimuler le système nerveux. Voilà. Et justement, on a pu voir de gros progrès sur des athlètes. Je veux dire, toi, ça, tu le quantifies en combien de temps la progression? Par exemple, tu prends un athlète aujourd'hui qui a fait que de la prépa physique. euh, il a des résultats à partir de quand? C'est sur des années, c'est sur des mois? Comment ça se passe un peu pour mesurer, tu vois, cette évolution? Après, c'est vrai que c'est difficile à Mm. quantifier ou à évaluer. Après, moi, maintenant, ce que j'utilise aussi, j'utilise une approche un peu plus neurologique. Et le gros avantage de l'approche neurologique, c'est que ça te permet d'avoir bah, instantanément, même si ce n'est pas des résultats sur le long terme, tu peux déjà améliorer instantanément soit l'équilibre, soit la coordination, la posture. Enfin, disons que je couple ça avec d'autres approches. Donc, difficile de dire bah, c'est quoi exactement qui fait qu'il peut avoir des résultats aussi rapides. Toujours est-il que le style de travail là dont on avait parlé un tout petit peu avec, on va dire, tout ce qui est peut-être esquive, réactivité, déplacement, agilité, bah, ça dépend de l'athlète aussi. Parce que bon, je vais prendre l'exemple de Cyril. Cyril, tu lui montres un exercice, peut-être qu'il a du mal à le faire sur une ou deux répétitions, et 5 minutes après, c'est bon, il va avoir assimilé l'exercice, et on voit déjà qu'il a assimilé l'information et qu'il a progressé. D'autres athlètes, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais au final, le gros avantage d'incorporer un côté un petit peu plus ludique, c'est que ça va beaucoup plus vite pour apprendre. Les résultats sont, on va dire, tu as besoin de beaucoup moins de répétitions finalement quand tu mets le côté ludique pour pouvoir avoir des améliorations. D'accord. Et est-ce que pour toi, il faut commencer ça dans sa carrière, toujours dans le MMA, hein, il faut commencer ça très tôt ou faut attendre d'être dans le haut niveau, tu vois, quand tu jugerais
le début de l'optimisation de la performance, justement? Bon, le plus tôt possible, j'ai envie de dire, mieux c'est. Après, c'est vrai que ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes fondations. C'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit: «C'est quoi exactement les bonnes fondations pour un athlète, pour la performance?» Et c'est vrai qu'au final, maintenant, je dirais que les fondations, pour moi, fondation, c'est les fondations biomécaniques, faire en sorte que le corps bouge mieux. Après, on peut toujours optimiser, même si les fondations, elles sont pas, on va dire, 100 optimales, tu peux toujours rajouter une couche d'optimisation avec un travail neurologique, avec un travail un petit peu plus ludique. Donc on peut le mettre enfin, en début de carrière, en milieu de carrière, enfin, quand tu es tout jeune, quand tu es professionnel, peu importe. Mais la priorité maintenant, je dirais que ça serait plutôt avoir des bonnes fondations. Et ça se marie bien ce que tu dis avec les combattants du MMA Factory parce qu'on sait que c'est la marque de fabrique, tu vois, le toucher sans être touché, le in-and-out, tout ça. Donc justement, ce que tu parles, le système neurologique, il est très important. Mais est-ce que tu arrives à l'inculquer et à l'apprendre à des combattants, tu vois, qui sont moins mobiles? Alors après oui, c'est vrai, c'est une très bonne question, très bonne remarque. Ça dépend aussi du style de la personne. L'idée c'est vrai qu'il fait faire en sorte par exemple, je vais prendre l'exemple de Nassourdine. Nassourdine n'a pas exactement le même style, tu vois, que Cyril. Cyril, on sait que, bah, il se déplace tout le temps, il est tout le temps sur sa pointe des pieds, il est en mouvement. Nassourdine, c'est un peu le contraire. C'est vrai que la préférence motrice de Nassourdine, ce serait plutôt de se dire, bah, il va être ancré dans le sol, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne peut pas utiliser les appuis pour se déplacer. Donc l'idée, c'est pas forcément de lui changer son style ou changer le style de la personne. Ça peut se marier à n'importe quel, on va dire, style de déplacement ou style de combattant. Mais l'idée, entre guillemets, c'est de se dire c'est un outil supplémentaire. Enfin, ça, c'est on va dire, comment dire, c'est un outil supplémentaire pour pouvoir optimiser sa performance et à lui de l'utiliser quand il en aura vraiment besoin. C'est pas parce qu'on va dire on va faire que des appuis que automatiquement dans son combat on va se dire bon bah non tu vas te déplacer tout le temps avec des appuis. D'accord. Et du coup, est-ce que toi tu refuses des athlètes ou je veux dire, tu vois, en fonction des styles, tout ça, du coup? Ou c'est vraiment Absolument pas. ouais, tu travailles avec tout le monde? Ouais, tout le monde et en plus je veux dire, sur le papier même, je veux dire que moi j'ai pas enfin c'est pas que j'ai pas de préférence, mais ça pourrait être quelqu'un du même factory, ça pourrait être n'importe qui. À partir du moment où la personne elle est prête à se dire: «Tiens, je veux optimiser», elle adhère on va dire à l'approche, parce qu'il faut que la personne elle soit ouverte d'esprit. Ça peut faire bizarre de se dire: «Ah bah, pendant des années j'ai fait comme ça et maintenant, ça va être comme ça», c'est un peu particulier. Donc à partir de du moment où la personne on va dire elle est suffisamment ouverte d'esprit et que son objectif c'est d'une façon ou d'une autre, on va dire d'optimiser ou d'améliorer sa performance, je veux dire qu'elle soit pro, qu'elle soit amateur, qu'elle ait un style de combat particulier, peu importe, j'ai envie de dire. Et du coup, Ryan, toi, j'allais te demander, pour toi, les trois éléments les plus importants, du coup, pour la performance, si tu devais les nommer, selon De toi. manière générale ou en MMA? Ouais, général. Alors, bonne question. Je dirais, alors on va dire, je sais pas si c'est élément, mais je vais dire déjà s'assurer d'avoir une bonne posture debout. Ça, c'est le numéro un, parce qu'en fait, la posture debout, c'est la posture de référence ensuite pour tous les mouvements dynamiques. Donc je dirais, 3 paramètres importants, la posture debout. Bah, je mettrais quand même l'équilibre et la stabilité, parce que c'est à un moment donné, c'est très important l'équilibre et la stabilité si tu veux pouvoir être bien ancré dans le sol ou produire de la puissance. Et en troisième, qu'est-ce que je pourrais, je dirais, bonne question. Bon, déjà 2 c'est pas mal. Ouais. Pas mal parce qu'il y en a Et plein d'autres, c'est difficile à se dire: «Tiens, ça va être ça». Ah non, ok. si, si, je sais. Une respiration efficiente et fonctionnelle. Voilà, ça sera important, ça sera dans le Et, top 3 également. et à la différence de la prépa physique, tu peux pas faire ça à distance, du coup. C'est compliqué. C'est assez compliqué en effet, l'approche neurologique et c'est un petit peu compliqué. Biomécanique, ça pourrait se faire, mais c'est vrai que C'est plus de l'accompagnement à c'est un petit distance, non? comment? C'est plus de l'accompagnement à distance, du coup, Ouais, peut-être. voilà, alors tu peux donner les grandes lignes, mais c'est vrai que tu vas pas enfin, ça sera pas le même résultat entre guillemets «à distance» qu'en présentiel. D'accord, je comprends mieux pourquoi, du coup, tu prends les athlètes, tu les sors de la salle et tu vas à l'extérieur. J'ai pu te voir plein de fois, donc c'est un stade, Exactement. tu utilises les balles, voilà, tu travailles vraiment en mouvement. Et justement, il y avait un peu Conor McGregor qui, j'ai envie de dire, était un peu précurseur du système. Je sais pas si tu vas me rejoindre sur ça. Là, récemment, j'ai vu Brian Ortega aussi faire, tu sais, des. Alors, je pense que ça porte des noms, tu vois, quand tu tapes la balle contre le mur à gauche, à droite. Ah, Tu il a vois. fait ça? Il a fait ça? Ouais, justement, j'avais vu Énorme. pas longtemps après que justement Nassourdine avait mis des stories où il le faisait et j'ai Je dit l'ai exactement d'accord. vu, je l'avais fait avec Nassourdine lui. Voilà, donc j'avais dit en fait, ben,
ça sert à quelque chose. Je veux dire, il n'y a pas que nous en France on le fait, quoi, tu vois, parce que tu peux comprendre que c'est peut-être un peu jugé et il y a peut-être des préparateurs physiques et des personnes dans sa globale qui n'y croient pas à ça ou pas. Je peux comprendre tout à fait, parce que moi, si Ouais, j'avais pas changé de cap, tu vois, je me dis: «Mais alors, c'est quoi?» Je dirais pas c'est du bullshit, mais difficile d'adhérer à quelque chose que, si on n'est pas passé par le même cursus que par lequel je suis passé. Après, c'est vrai que la vision de la réalité, entre guillemets, dépend, bah, des expériences de ce que tu as fait avant. Moi, il y a 10 ans, j'étais à fond, enfin, au début, c'était plus orienté bodybuilding, force athlétique, et si on m'avait parlé de ça il y a 10 ans, j'aurais dit: «Ah non, mais ça sert à rien, laisse tomber», donc je comprends tout à fait. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, c'est vrai que Conor McGregor, quand il le faisait avec Ido Portable, c'est vrai que c'était un peu le précurseur, une approche du mouvement. C'était, je crois, je sais plus, c'était 2013-2014 ouais, ou c'est ça. cette Face à période-là. José Aldo, hein, on voyait beaucoup Ouais, faire bon, il le avec fait la plus feuille. malheureusement, mais je pense que dans le MMA, en tout cas, l'athlète le plus connu qui a commencé à mettre ça en place, je crois que ça doit être lui, ouais. D'accord. Et du coup, combien ça prend de temps comparé à de la prépa physique? Est-ce que c'est pour faire un travail de qualité, il faut 2, 3 heures par semaine, 1 heure, 3 fois? Est-ce qu'il y a un nombre de, tu vois, de séances et un quota d'heures? Est-ce que tu peux nous parler de ça, le temps pour les personnes qui seraient Alors, je intéressées? pense que c'est un peu similaire à la prépa physique de manière générale, dans le sens où si tu devais faire, ou même, prenons l'exemple, si tu devais faire qu'une séance de musculation dans la semaine, ça serait peut-être un peu light pour avoir des adaptations. Tu pourrais éventuellement maintenir quelque chose. Et encore, bah, là, pareil, en général, moi, je suis sur plutôt, enfin, tout dépend sur quoi je bosse à l'instant T avec les athlètes, la programmation, mais ce que tu as dit, 2, 3 séances dans la semaine, les séances, elles durent. Je vais pas forcément faire que ça, mais j'essaye de faire en sorte de l'inclure, on va dire, allez, au moins 2 fois dans la semaine quand on est en train de bosser, par exemple, je sais pas quoi, moi, tout ce qui est réflexe ou esquive. Et ça peut être en échauffement, en introduction, enfin, je veux dire, ça peut être ne serait-ce que, je sais pas, 5-10 minutes. Tu es pas obligé de faire 1 heure, 5-10 minutes sur 2-3 fois dans la semaine, et ça pourrait suffire, je pense, déjà on va dire, induire des adaptations positives. Et Ryan, on sait que les emplois du temps des combattants, ils sont surchargés. Du coup, ça vient après la prépa physique, ça vient en jour quand ils sont en jour off. Comment tu arrives à le programmer justement? Parce que tu vois, si le combattant il te dit bah, le lundi j'ai prépa physique, le mardi j'ai ça, le soir j'ai cours de pied-point, enfin tu vois, ils ont la récupération. Ça intervient quand ça? C'est vrai que c'est pas facile, parce que déjà ça dépend des emplois du temps, et ils s'entraînent quasiment tous les jours, à part peut-être des fois le week-end, et enfin le dimanche où c'est jour de repos, des fois le samedi ils s'entraînent. Donc à un moment donné, forcément, de toute façon, il va falloir le mettre en place. Forcément, dans la journée aussi, c'est fort probable qu'il ait eu un entraînement. Ça dépend, tu vois, typiquement, par exemple, quand je travaille la respiration, je peux le mettre, par exemple, juste avant une prépa physique. Bah, vraiment, juste avant, je viens à 45 minutes, 30 minutes avant, et je peux caler ça juste avant. Les exercices avec les balles, avec le mouvement, avec les esquives, je pourrais très bien également le caler juste avant une séance. Juste après, ça serait un petit peu compliqué parce qu'il serait déjà un petit peu plus fatigué. Ou je peux le caler un tout petit peu plus tard dans la journée. Tout dépend, encore une fois, de l'outil qui va être utilisé, on va dire de l'objectif de la séance. Mais de manière générale, quand même, on essaye d'espacer un tout petit peu, sauf quand on n'a pas trop le choix, et de faire en sorte que ça soit quelques heures après la prépa, enfin quelques heures après une séance, qu'il ait eu, que ce soit un sparring ou de la boxe anglaise ou peu importe. Et dernière question sur le sujet, est-ce que toi, du coup, c'est un accompagnement qui est jusqu'au jour du fight ou non, ça s'arrête un peu avant? Comment ça se passe, tu vois? Parce que je crois pas que je t'ai vu accompagner des combattants dans leur coin pour la semaine de Fight Week. Est-ce que ça, c'est normal? À un moment, toi, tu t'effaces, ton travail, il est fait ou non? Enfin, explique-nous. Très bonne remarque, tu as des bonnes questions, hein. Alors, en effet, j'ai jamais été sur les Fight Week, j'ai jamais accompagné. Disons que c'est vrai qu'à un moment donné, pas les places où, tu sais, des fois c'est limité, tu peux pas Oui, bien amener sûr. toute ton équipe. Et c'est vrai que le rôle, bah, le head coach ou les coachs ou les sparring partners sont quand même nettement plus importants le jour de la Fight Week. À un moment donné, c'est vrai qu'on a fait le taf le jour de la Fight Week. On pourrait continuer ce type de travail. Ça serait, enfin, ne serait-ce parce que, tu vois, ça permettrait de continuer à stimuler et d'avoir un petit côté ludique. Mais c'est pas le plus important, on va dire, dans la dernière ligne droite. À la limite, ce qui serait intéressant par la suite, j'en parlerai peut-être même à Cyril, c'est vrai que ce qui peut être intéressant, par contre, c'est d'optimiser sur le point de vue neurologique, peut-être le jour J ou le jour du fight, tu vois, juste faire en sorte que tout soit optimal. Mais sinon, typiquement, le travail, par exemple, avec le mouvement ou avec la respiration, ça, une fois qu'on a fait le boulot, on va dire, en amont, le jour de la fight week, c'est pas forcément, pas que ça soit pas optimal, mais c'est pas indispensable.
D'accord. Et justement, MMA Factory, on sait, je prends pour exemple Fernand Lopez, qui lui a de nombreuses casquettes. Enfin, il y a beaucoup de personnes là-bas qui ont plein de casquettes. Toi, t'as jamais voulu endosser d'autres casquettes, un peu, ben, notamment celle de préparateur physique, euh, entraîneur, enfin, tu vois, te former. Est-ce que tu te formes encore aujourd'hui dans ton domaine? Comment ça se passe pour toi? Alors moi, je me forme tout le temps et c'est pour ça que pendant aussi pas mal de temps, je voulais pas forcément, pas me mettre en lumière, mais trop communiquer quoi que ce soit, parce que j'étais toujours en train de me dire: «Ah non, tant que je suis pas à 100 sûr de l'approche que je veux mettre en place, de la direction où je veux aller, bah, je vais pas communiquer, je vais continuer entre guillemets à tester, tester, tester» et donc je me forme tout le temps, tout le temps, tout le temps, même encore maintenant, bon là, maintenant je sais, j'ai identifié exactement où je veux aller, donc c'est vraiment les 2 axes principaux, c'est neurologie fonctionnelle et biomécanique fonctionnelle. Après, moi, dans on va dire avoir plusieurs casquettes, ça m'intéresse pas forcément de déjà MMA, enfin, j'adore le MMA, j'adore regarder le MMA, mais moi, je me vois enfin, il y a déjà tellement, on va dire de quoi faire pour optimiser entre guillemets «l'approche» que je suis en train de mettre en place, que ça serait une perte de temps pour moi de se dire: «Tiens, je vais essayer d'aller faire ça, ça, ça» et c'est surtout que je deviendrai bah, au final, c'est du temps que tu vas pas pouvoir accorder pour, faire ce que tu as envie de faire. Je vais devenir moyen un petit peu partout et je préfère rester moi, en tout cas, vraiment me focaliser sur cet axe-là, on va dire, biomécanique, neurologie et je pense que même, très honnêtement, juste en restant là-dedans, dans 10 ans encore, je pourrais, continuer à apprendre et progresser. Donc j'ai de quoi faire, on va dire. Là, on est à moins d'un mois de l'UFC Paris. Donc là, tu es en plein préparation pour avec Cyril Gann. Comment ça va? Il y a Nassourdine aussi qui va commencer pour Ouais, Abu la Dhabi. sourdine, ouais, on a déjà Ton commencé un petit actualité un peu. petit peu? Ouais, ouais, là, il était quelques jours, il a pris quelques jours, il était voir la famille, dans le sud, mais il revient là, donc on va reprendre la semaine pro. On a un petit peu plus de temps avec Nassourdine parce que c'est le mi-octobre, enfin je ne sais plus exactement. Cyril, bah, bon Cyril, on n'a pas trop perdu de temps parce que, dès qu'il a après son combat avec John Jones, je crois qu'il a dû peut-être faire une pause, même pas de 2 semaines, je crois. Je suis même pas sûr qu'il ait fait plus de 2 semaines, je crois que la semaine d'après, il avait repris et la prépa physique, je pense qu'on a dû reprendre, enfin la prépa physique, tu vois? Même moi, je dis terme prépa physique. On a dû reprendre, assez rapidement et là, bah, là, il est déjà très bien, tu vois? Ça fait enfin, on va dire dans ce que moi je vois, dans ce qu'on a mis en place, parce que c'est vrai que la partie biomécanique, on l'a mise en place il y a quelques semaines finalement, ça progresse rapidement et je pense en plus ça va avec ce que Cyril, a dit dans son interview récente, dans le sens où, tu vois, il a vraiment envie de qu'est-ce qu'il disait? Enfin, de De lui lui mettre des casser claques la dans le gueule. visage. De lui Ce que je casser veux dire, la voilà, gueule. je pense qu'on va voir un Cyril qui va réussir à produire plus de force et plus de puissance, parce que s'il décide de s'ancrer dans le sol et de mettre en place ce qu'on est en train de mettre en place, je pense qu'on risque de voir un Cyril plus agressif, plus puissant, plus fort. Ok. Ça, c'est du teasing, ça. Super. Et justement, je voulais te poser une question, l'environnement, parce que du coup, toi, on te voit exercer plus dans une salle, c'est chez toi, c'est une salle à part entière. Ça, c'est un souhait de ta part de sortir les athlètes un peu de la salle du MMA Factory et de les ramener dans un autre environnement. Je parlais que tu allais au stade avec eux, tu vois, ça fait partie aussi de... Alors ouais, le stade des fois, pourquoi? Parce que enfin, le stade pour information, c'est le stade qui était pas loin du MMA Factory, donc il suffisait de traverser, on marche 5 minutes et on est au stade. C'est intéressant quand je mets en place les exercices de la respiration, parce qu'il faut de la place. Et c'est vrai que, bah, au MMA Factory dans le 12e, enfin, il y a de quoi faire, mais il y a peut-être pas suffisamment des fois d'espace pour pouvoir, si j'ai envie de lui faire, je sais pas moi, un 100 mètres ou enfin pas un 100 mètres, de courir sur des longues distances, c'est un peu plus compliqué si j'ai besoin d'utiliser la course. Et après, en fait, à cette époque, avant qu'il y ait le Venom Camp qui soit mis en place, je m'étais dit toujours, ça serait quand même bien d'avoir bah, ma propre structure où j'aurais le matériel, je mettrais en place, on va dire, le matériel, j'utiliserai le matériel que je veux, j'utiliserai tout ce que je souhaite en termes de récupération, parce qu'au final, en fait, le local dont tu parles, c'est un local qui est dédié à l'optimisation de la performance. Il y a un coin, on va dire, qui est vraiment dédié à la récupération. Il y a de la lumière rouge, un sauna, un bain froid. Il y a d'autres trucs à côté. Il y a tout un espace dédié au mouvement. Et à l'époque, je me disais, ouais, c'est vrai que. Parce que la MMA Factory, tout au début, quand je suis arrivé en 2016, il y avait un petit espace quand même dédié à la prépa physique. Et après, c'est vrai qu'il y avait tout le temps trop de monde, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Donc, le coin dédié à la prépa physique, il avait été enlevé au final pour faire la zone, la zone de l'accueil où les gens ils arrivent. Donc, il y avait moins d'espace, entre guillemets. On avait d'outils à disposition, moins d'espace. Donc, au début, j'ai utilisé un petit peu le stade. Et à cette époque, je me suis dit, c'est vrai que ça serait quand même pas mal d'avoir bah, ma propre structure et de me dire, ah bah, je pourrais avoir un local dédié et je ne serais pas limité en termes de place, en termes de matériel et j'aurais tout à disposition. Donc c'est pour ça aussi que pourquoi j'utilise
la salle en question, là, le local, c'est le local où je vais faire majoritairement en fait toutes mes prépas avec Cyril, avec Nassour, quand ils peuvent se rendre dans le local. Et donc, ouais, l'idée, c'est pas mal aussi, parce que c'est vraiment un espace où on se dit, il y a que l'entraîneur et il y a que l'entraîné. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction, on peut se concentrer vraiment à 100%. On a le matériel à disposition et on a aussi à côté tout ce qu'il faut en termes de récupération pour, juste après la séance, si besoin, faire optimiser la récupération. Ryan, ton actualité, j'ai vu que tu avais mis en place Modern Caveman, si je le dis bien. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Ouais, Modern Caveman, le nom, je l'ai depuis un petit moment, mais en fait, c'est l'écosystème. En fait, j'ai tout rassemblé sur Modern Caveman. Il y a le local dont tu parlais au final, c'est ça, c'est le studio finalement Modern Caveman. Et je commence à communiquer parce que, comme je te disais, en fait, tant que j'étais pas sûr de me dire, tiens, est-ce que c'est vraiment l'approche là que je veux faire? Est-ce que je suis sûr à 100% que c'est cette approche-là que je vais choisir? Maintenant que je suis sûr à 200%, je peux commencer à communiquer. Donc, il y a le studio Modern Caveman où je fais, où il y a la récupération et les sessions de biomécanique. Ça va, je pense, ouvrir officiellement, je pense, vers fin septembre, début octobre. Du coup, je me suis dit, je vais mettre en place, je vais commencer à parler un petit peu, faire découvrir l'approche, que ce soit en termes de neurologie ou biomécanique. Et j'ai mis en place la Minute Modern Caveman ou la Minute MC. C'est un petit format de vidéo que j'ai lancé cette semaine, en fait, lundi. Et en fait, voilà, c'est vraiment Modern Caveman, c'est l'écosystème où je vais pouvoir, on va dire, mettre en place, si tu veux, l'approche que j'ai réussi à développer au fil des années. Au grand public, c'est ça? Exact, à tout le monde. Tous ceux qui À tout le souhaitent, monde. entre guillemets, bénéficier ou prendre soin de leur santé, de leur longévité ou de la performance de manière générale, et qui sont suffisamment ouverts d'esprit pour peut-être avoir une approche différente, sont le bienvenus. Super, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Donc de toute façon, vous avez les liens en description, ça sera relayé sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller suivre Ryan déjà avant toute chose et notamment cette nouvelle page Insta. Ryan, je pense qu'on a fait le tour sur ta personne et j'espère que les gens auront apprécié notre échange. On va passer au five. Chez After Fight, c'est 5 petites questions. Donc j'ai axé un petit peu sur la préparation physique. Voilà. Je me suis Euh, douté que ça allait changer parce que j'ai revu un extrait avec Morgan où j'en ai fait, c'était une chambre, mais c'est comme des pronostics ou tu vois. Enfin, c'est pas exactement le même, mais je me suis douté que ça allait changer légèrement. Que t'allais, ouais, je personnalise en fonction justement des intervenants. Voilà, donc let's go. Magnifique, Cardio, let's go. du coup, cardio ou musculation? Ah, Morgan, il avait mis cardio parce que du coup, je l'ai vu l'espace là, je dirais aussi cardio. Courir ou vélo? Courir. Machine, guidée ou halter? Alter. Coca normal ou Coca zéro? Euh, Coca normal à 100%. D'ailleurs, c'est marrant, on avait eu un débat là-dessus il n'y a pas longtemps. Je sais que Cyril, lui, Coca zéro. Il y a plein d'athlètes. Morgan, tu lui as posé cette question aussi? Oui, oui, il a dit Coca zéro la diète. Mais d'ailleurs, j'ai oublié de te demander ça, la nutrition, est-ce que ça aussi c'est quelque chose vraiment, tu veux pas endosser cette casquette, d'aller Alors, faire une figure-toi petite... que ouais, Oui, vas-y, la vas-y. nutrition, hein, en plus, parce que c'est extrêmement important, j'ai tout le background nécessaire, parce qu'aux alentours de 2018, j'ai fait, ça s'appelle Précision Nutrition. C'est vraiment la référence en termes de nutrition, tout est en anglais. J'ai niveau 1, niveau 2. Et en fait, j'ai jamais remis le nez dedans. Et pourtant, je suis diplômé niveau 2, j'ai fait les deux niveaux. Et c'était sur 1 an et demi. Je pourrais totalement décider de partir dans cette direction. Mais au final, en fait, c'est assez. C'est pas que c'est complexe, mais je pense que on va dire, la zone qui me permettra d'avoir les résultats les plus importants, la plus grande marge de progression, elle sera vraiment dans le mouvement. Et de toute façon, c'est là où il y a vraiment la plus grande marge parce que de base, quand il y a un athlète qui arrive déjà à haut niveau, nutrition, c'est déjà quand même assez correct, on va dire. Ils font pas n'importe quoi avec nutrition. Il y a de quoi optimiser. Mais la plus grosse marge, moi j'ai remarqué, c'est vraiment en termes de biomécanique et en termes notamment aussi de respiration. C'est là où on peut vraiment avoir une progression très rapide et avoir une grosse marge de progression. Et donc nutrition, ça m'intéressait moins en plus, donc je pourrais, mais au final, c'est pas ce que je préférais. Donc Coca normal. Coca normal, et même en termes de goût, en fait, parce que, en termes de goût, je sais pas, moi, j'arrive pas à Coca zéro. Et ton Autant se faire repas, plaisir, ouais. moi, je suis pas un athlète, je dois pas faire de diète, autant se faire plaisir avec le Coca normal. Et ton repas préféré? Repas préféré, oui, parce qu'il avait dit lui Pokéball, je crois. Repas préféré, attends, qu'est-ce que je pourrais dire? Bonne Si, question. si je fais une compile, je te dis qu'on a beaucoup de plats. Repas préféré, Ryan, réfléchis.
J'aime bien, le plat que ma mère me ferait, c'est une cuisse de lapin avec un peu de polenta et une sauce comme ça avec un peu des lardons, des tomates et donc je dirais ça, cuisse de lapin avec, de la polenta. Super. Ryan, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, d'être venu sur mon podcast. Moi, vraiment, j'invite tous les gens à aller te suivre parce que pour moi, tu es un homme de l'ombre. Voilà, ce que tu fais sur les athlètes, étant donné qu'il y a les préparateurs physiques, il y a les entraîneurs, tu vois, tu es vraiment sur un plan caché. Mais comme tu as dit, ce que tu fais, ça prend beaucoup de place le jour J du combat. Et puis, ça permet justement d'aller chercher la victoire. Donc voilà, j'invite vraiment les gens à te suivre et à te connaître et j'espère qu'ils auront apprécié notre échange. Ryan, Merci beaucoup à toi pour l'invitation et tout, c'était un plaisir de discuter. voilà, merci à toi et à très bientôt. À bientôt.